Bonjour tout le monde, il est 11 heures, on va commencer le webinaire. Mon nom est Pierre-Olivier Pinault, je suis titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal et j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Claude Comtois, qui est professeur émérite au département de géographie de l'Université de Montréal et qui fait aussi partie du Centre universitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises de logistique et de transport, le CIRELT. Il va nous parler aujourd'hui du corridor maritime vert et d'un agenda de décarbonation du transport maritime et portuaire du Saint-Laurent on n'en parle pas assez du transport maritime. Il faudrait en parler davantage, comme quant à moi, le transport ferroviaire, mais c'est extrêmement important et extrêmement porteur pour l'économie québécoise. Alors, dans une minute, je laisse la parole à Claude, mais je veux simplement inviter tout le monde à poser des questions au fur et à mesure dans l'outil Q&R, questions et réponses que vous pouvez trouver en bas de votre écran. Posez vos questions en cours de route et nous allons y répondre. Enfin, Claude y répondra en fin de webinaire. Donc, il va présenter peut-être pendant 40 minutes et on va se garder 20 minutes d'échange avec vos questions par la suite. Le webinaire est enregistré, les diapositives seront rendues disponibles sur le site de la chaire. Merci encore Claude de participer et je te cède la parole et je reviendrai vers la fin pour animer la période de questions. Très bien. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de participer aux activités de la chaire de gestion du secteur de l'énergie des HEC Montréal. Euh, je vais vous présenter les résultats préliminaires d'un projet de recherche qu'on mène. C'est un projet de recherche qui va durer au moins 2 ans euh, et qui est supporté par le Réseau Québec maritime et qui a le support d'à peu près plusieurs partenaires du système de l'industrie maritime et portuaire au Québec. Alors, il y a un aspect méthodologique dans ce que je vais vous expliquer et certains des résultats préliminaires. Alors, je commence. Euh, la première chose qu'on veut faire quand on veut décarboner, quelle que soit l'économie, ici l'économie portuaire, est de savoir, on veut savoir quel est le niveau d'ambition qu'on doit atteindre. En d'autres mots, il faut décarboner combien? C'est la première question qu'il faut se poser. Alors, nous, ce qu'on a fait, on a recueilli un ensemble de données sur les trafics maritimes et les terminaux, etc., mais surtout sur leur consommation énergétique. C'est quoi la consommation énergétique des terminaux portuaires, des locataires, des opérateurs? Combien consomment d'énergie leur équipement de manutention? Les transports terrestres, rails et routes sur les sites portuaires, évidemment, les bâtiments, etc. Alors, on a colligé l'information de 17 installations portuaires sur le système Saint-Laurent. Je dois souligner que nous avons obtenu une excellente collaboration des administrations portuaires. Ils nous ont ouvert leurs livres, là où il y avait des données. Et étonnamment, parfois, les ports ou les administrations portuaires ne possèdent pas toujours les données en termes de consommation énergétique. On réussit à le faire. Et autre chose qu'il faut apprécier, c'est que l'approvisionnement énergétique vient de plusieurs sources. Ça peut être l'électricité, du diesel, de l'essence, du mazout lourd, du gaz naturel, du propane, etc. Alors, ça a pris plusieurs mois avant de pouvoir compléter une base de données sur la consommation énergétique des ports au Québec. Je poursuis. Alors, je vous résume ici qu'est-ce que c'est, mais on l'a fait pour chacun des ports du système Saint-Laurent. Et comme on a des différences en termes de type de carburant ou d'approvisionnement énergétique, il fallait un dénominateur commun. Alors, on a utilisé des terajoules et notre analyse nous démontre que la consommation énergétique du système portuaire laurentien est estimée à peu près 5000 terajoules par année. Ça veut dire à peu près l'équivalent de 50 000 foyers ou ménages par année que représente la consommation énergétique des ports. Il est clair, quand vous le voyez sur le diagramme,
il y a une très grande influence des volumes et des types de trafic. Alors, Montréal, Québec, Sept-Îles et Port-Cartier sont des gros consommateurs d'énergie. Et les principaux consommateurs qu'on a remarqué on a fait une analyse systémique de chacun des ports. Les gros consommateurs sont les équipements des locataires, suivis du transport terrestre sur le site portuaire, à l'entrée et à la sortie du port, et les bâtiments. L'analyse qu'on a faite par la suite nous a permis d'évaluer, de mesurer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre des activités portuaires. Et on estime à peu près à 200 000 tonnes d'équivalent CO2 par année. Ça a été validé par plusieurs organismes, incluant la chaire de l'énergie HEC. Ouais, OK, ça tient la route. Ça, c'est ce que consomment les ports. OK? Mais quand on veut décarboner l'industrie maritime et portuaire, il faut aussi considérer les navires qui circulent sur le Saint-Laurent. Bon, comment on a procédé pour évaluer la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre des navires? On a utilisé les systèmes d'identification automatique, EAS, qui c'est un système qui va monitoriser le mouvement de tous les navires dans le monde. Et avec ce système-là, on est capable d'identifier quel est le type de navire, c'est quoi ses caractéristiques, est-ce que c'est un vraquier, est-ce que c'est un pétrolier, est-ce que c'est un porte-conteneur, etc. On a les types de moteurs, les carburants utilisés et avec les données d'identification automatique, on a le mouvement des navires à chaque heure. On sait où est le navire et quel est son positionnement en termes de degré de longitude et latitude. Et on comprend aussi sa vitesse. Par-dessus ces données-là, on a le comportement du navire. Est-ce que le navire est ancré? Est-ce qu'il est à quai? Est-ce qu'il est en manœuvre ou en mer? Et avec toutes ces données-là, bon, je ne vais pas les détails, là, c'est des très, très gros fichiers. On a la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut comprendre que les données, pour une année, là, c'est 35 000 lignes de données entrantes par mois uniquement sur le système Saint-Laurent. Alors, vous imaginez, vous avez jusqu'à parfois 600 000 lignes de données pour comprendre quel est le comportement des navires ou, à tout le moins, leur consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé qu'il y a à peu près 8 000 navires qui circulent sur le Saint-Laurent à chaque année. Ça comprend des navires domestiques qui ne font que le transport entre les Grands Lacs et le Saint-Laurent, et il y a aussi des navires internationaux. La somme, ce qui se consomme en mer, tout le réseau, ça représente à peu près 2,5 millions de tonnes de carburant. Les navires qui font escale dans le Saint-Laurent consomment à peu près ce volume-là de carburant. Et c'est surtout du mazout lourd. Bon. Ce qu'on a fait par la suite avec des systèmes d'information géographique, on a pris toutes ces données-là et on voulait savoir quelles étaient les émissions de gaz à effet de serre des navires sur l'axe laurentien pour une année. Alors, c'est de nombreux calculs, puis on a réussi à le cartographier. Alors, on peut voir sur la carte ici où sont les concentrations d'émissions de gaz à effet de serre de la navigation maritime commerciale sur le Saint-Laurent. Mais faites attention, ça donne une photographie ou une image. On n'a pas pris d'échantillon de l'air pour faire ça. Et on a essayé de voir les données de concentration, parce que ça peut se faire presque au mètre carré. On peut en arriver à estimer et à cartographier les émissions de gaz à effet de serre sur le système Saint-Laurent. Certains éléments sont intéressants. On voit qu'il y a une concentration dans les grands ports comme Montréal, Québec, etc. Port-Cartier et Sept-Îles, on le voit aussi. Ça va jusqu'à Havre-Saint-Pierre. On remarque à Tadoussac une concentration d'émissions de gaz à effet de serre. On a cherché à comprendre
qu'est-ce qui se passe là? Et la réponse est venue très rapidement. En fait, c'est les pilotes du Saint-Laurent qui prennent en charge les navires. Évidemment, les navires sont obligés d'arrêter. Ils arrêtent leur mouvement, mais ils continuent encore de brûler du mazout pour faire fonctionner les engins auxiliaires. On a observé la même chose à l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent euh, à Baie-Sainte-Catherine, près de Valleyfield. Alors, on a vu ça. Ben, OK, tout s'explique. Et on a réussi à élaborer une échelle. Elle est assez complexe, l'échelle, mais c'est uniquement en raison du volume considérable de données qu'on a. On essaie d'être le plus précis possible. Mais on peut donc en arriver à mesurer la consommation énergétique des navires et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on exclut en mer, par exemple, si un navire part de Montréal et s'en va à Anvers ou à Rotterdam, on ne calculera pas, on a les données, là, mais pour nous, ce n'est pas nécessaire de calculer quelles sont les émissions de gaz à effet de serre puis la consommation de carburant au sortir du golfe du Saint-Laurent dans l'océan Atlantique. Ça peut se faire l'objet d'études un peu plus tard si on veut analyser la performance des corridors maritimes vers internationaux, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objet de l'étude. On peut voir quelles sont les émissions de gaz à effet de serre des navires en escale sur le Saint-Laurent et le Saguenay. Et on voit que euh, à l'analyse de 17 installations portuaires sur le Saint-Laurent, on peut segmenter les émissions par type de navire et par comportement du navire et par port. Et on s'aperçoit que euh, la consommation énergétique des navires dans l'axe laurentien représente à peu près 190 000 tonnes de carburant et des émissions estimées à 600 000 tonnes d'équivalent CO2. Mais plus de 70 des émissions de GS des ports proviennent des navires à quai. Là, c'est marqué à peu près 80 mais c'est plus de 70 parce que dans certains cas, c'est plus que 80 Dans d'autres cas, c'est à peu près 65 On a analysé tous les ports, on est arrivé à une moyenne, à peu près 80 des émissions de gaz à effet de serre surviennent lorsque les navires sont à quai. Et ça va forcer les décideurs à une décision sur le plan de comment on fait pour décarboner les navires en escale sur l'axe laurentien. Ce qu'on a fait par la suite, pour bien comprendre la logique, et je dois souligner que tous les ports du Saint-Laurent qu'on a interviewés ont été extrêmement collaboratifs. Ils nous donnaient toutes les données auxquelles on voulait accéder. Mais l'idée, c'est que c'est pas un statu quo, ça. Et si on veut décarboner, si ça prend 10 ans à décarboner l'axe laurentien, il faut savoir quelles sont les tendances lourdes sur le plan de la consommation énergétique. Alors, ce qu'on a remarqué, ça fait quand même 30 ans que je fais de la recherche sur l'industrie maritime portuaire, c'est qu'il y a une croissance des trafics. Oui, vous pouvez toujours sortir l'idée qu'il y a eu un déclin pendant la pandémie, ce qui est exact. Il y a eu un déclin pendant la crise économique 2009-2010, c'est exact. Mais en très peu de temps, le transport maritime augmente. Euh, si vous regardez les chiffres publiés depuis 40 ans, la croissance des trafics est indéniable et non seulement il y a une augmentation des tonnages, on atteint aujourd'hui presque 11 milliards de tonnes de marchandises sont transportées par voie d'eau et euh, si on examine la performance du transport maritime mondial, on atteint déjà 40 milliards de tonnes mille, ce qui suggère que le transport maritime ou l'industrie maritime et portuaire intègre de plus en plus des marchés de plus en plus éloignés. Et ça, c'est vérifié à travers le globe. Donc, on s'attend à une croissance des trafics maritimes. Il y aura plus de services aux navires, évidemment. Euh, il y a une tendance lourde qui se dessine, notamment aux États-Unis, en Europe, en Asie, pour une automatisation et robotisation des opérations.
notamment en raison d'une limite de main-d'œuvre. Ils n'ont pas le choix. Il y a des systèmes de contrôle des conteneurs, l'intermodalité, les navires autonomes, les véhicules autonomes, l'enjeu des changements climatiques, l'intelligence embarquée, on parle de port digital, et la cybersécurité. Mais tout ça, là, ça ne s'opère pas dans un vacuum, là. Il va y avoir une demande d'énergie pour la mobilité, pour les hautes températures, pour les systèmes de refroidissement, notamment des systèmes informatiques, et pour l'électricité. Fait, la demande énergétique, on a fait le calcul, on a tout transféré, la consommation énergétique pour voir si on veut électrifier l'industrie portuaire du Saint-Laurent et du Saguenay, c'est-à-dire les équipements, le transport terrestre, les bâtiments, on ne parle pas des navires, là, juste les ports. C'est estimé à peu près à 1,4 million de mégawatts-heure. C'est quand même énorme. Et en plus, ça, c'est aujourd'hui. Mais il y a une très grande enquête qui a été faite par the Association of American Port Authorities, qui est assez très bien faite, là. Et on estime 48 des administrations portuaires s'attendent à une multiplication par 5 de la demande énergétique à l'horizon 2035. Ça, c'est dans 10 ans, là. Et vous dites par 5, ça veut dire que si vous devez électrifier le système laurentien, vous allez avoir besoin d'un minimum de 7 millions de mégawatts-heure si les tendances de multiplication par 5 s'avèrent avérées. Ce qui a de fortes chances d'arriver d'ailleurs. Mais il y a très peu de possibilités pour les ports de générer leur propre énergie. D'abord, ce n'est pas dans leur mandat. Et moi, j'ai interviewé toutes les installations portuaires du lac Laurentien. Il n'y en a aucun qui va fabriquer ou produire de l'énergie. Ce n'est pas dans son mandat. Ce qu'ils font, eux, c'est je dois aller chercher du trafic à l'entrée, à la sortie, développer des chaînes logistiques, etc. Les ports, il n'y a aucun port qui a le mandat de produire de l'énergie. Ce n'est pas dans son mandat de faire ça. En Europe, c'est légèrement différent parce que les gouvernements, parfois, obligent les administrations portuaires à produire de l'énergie. Et très souvent, c'est en termes d'éolien en mer. Ici, pensez pas mettre de l'éolien dans l'axe laurentien, là. Oui, il va y avoir de l'énergie éolienne qui va se faire, certainement. Il y a eu des projets, notamment en cours au lac Saint-Jean. Il y en a dans Gaspésie. Mais il n'y aura pas d'éolien dans le fleuve Saint-Laurent. C'est impensable. Et même dans du corridor laurentien, ça va être très difficile d'implanter ça. On a tenté beaucoup d'expériences de l'énergie marine rotrice. On a pensé à utiliser le débit du fleuve Saint-Laurent pour mettre euh, des sortes de petites centrales qui permettraient d'utiliser le mouvement des vagues, même des vagues sous-marines, pour générer de l'énergie. Les résultats ne sont pas probants. C'est prohibitif et ça produit très peu d'énergie. Donc, les ports ici n'ont pas ce mandat-là de produire de l'énergie. Et au Québec, on dépend pour la production d'électricité totalement d'Hydro-Québec. Et oui, on envisage que certaines entreprises privées puissent produire de l'énergie et qui pourraient revendre ensuite auprès des communautés locales. Possible, mais avant de produire 7 millions de mégawatts-heure, c'est pas évident pour répondre à la demande de l'industrie maritime et portuaire. Alors, il y a déjà un contexte. Pierre-Olivier en a déjà parlé, pas nécessairement de l'industrie maritime, mais il en a déjà parlé en termes de capacité de production énergétique au Québec. C'est des éléments extrêmement importants qu'il va falloir examiner de plus près. Fait que c'est pas, ils ont besoin d'énergie, les ports, mais ce n'est pas dans leur mandat de la produire, contrairement à certains ports européens, par exemple. Ce qu'on a fait pour bien évaluer pour les navires, on est allé comptabiliser l'achat de carburant, pas la consommation. Combien de carburant les navires qui circulent sur le Saint-Laurent, combien de carburant achètent-ils? Combien de carburant ont-ils vont pour s'avitailler? Alors, il y a deux raffineries au Québec, c'est pas compliqué. Il y a l'Est de la ville de Montréal
et Valero et la raffinerie Gauvin à Lévis. C'est les deux seuls endroits où on peut s'avitailler en carburant. On a colligé tout un ensemble de données par type de navire et par type de carburant. Et vous voyez très bien le tableau. Les ports ne produisent pas de carburant. Les ports, bon, c'est des intermédiaires entre les armateurs et les fournisseurs. En d'autres mots, si un navire veut s'approvisionner en mazout lourd au port de Montréal, eh bien, il va contacter un fournisseur disant j'ai besoin de tant de mazout lourd pour mon navire qui va venir au quai de Montréal. Alors, ils vont interpeller le port de Montréal, ils vont dire écoute, j'ai un navire qui va venir au quai 76 et j'ai besoin de tant de mazout lourd. J'ai fait une entente avec un fournisseur. Le port de Montréal, lui, son seul travail, c'est d'autoriser le camion à circuler sur les prémices portuaires. Le port va s'occuper des questions de sécurité, mais son mandat s'arrête là. Lui, il ne fournit pas du carburant. Et 80 des approvisionnements des navires qui s'avitaillent dans Saint-Laurent sont par camion. 20 c'est par des navires ravitailleurs qui peuvent circuler, disons, à Sept-Îles ou euh, à Rimouski, etc. Mais on a calculé combien de carburant les navires achètent au Québec. Ce n'est pas ce qu'ils consomment, là. Je vous l'ai pas dit, la consommation, c'est au-dessus d'1 million de tonnes. Alors, qu'est-ce qui s'avitaille? Et il s'avitaille pour 200 000 tonnes surtout de mazout lourd, 200 000 tonnes de carburant. Nous, on a pris ces chiffres-là qu'on a calculés, on est allé voir les producteurs de carburant au Québec et ils ont confirmé que nos calculs sont exacts. Les navires qui s'avitaillent au Saint-Laurent, ils vont acheter pour à peu près 200 000 tonnes de carburant. N'oubliez pas, là, ils vont consommer, ou pas, ils achètent 200 000 tonnes de carburant, mais ils en consomment plus d'1,5 million. Parce qu'il y a des navires qui vont partir de Rotterdam ou de Anvers, qui viennent jusqu'à Montréal ou Québec, qui font escale, ils déchargent la marchandise, ils rechargent, puis ils repartent. Mais ils n'ont pas besoin de s'avitailler dans l'axe laurentien, là. Ils ont déjà assez de carburant pour faire la transatlantique, là. Fait que c'est ça qu'il faut considérer. Mais l'enjeu, et l'équipe de la chaire HEC a fait dans son état du Énergie au Québec, des documents extrêmement bien faits d'ailleurs. Nous, ce qu'on a fait, c'est que avec nos étudiants, on a examiné quelles sont les équivalences si on veut avoir des carburants carboneutres. Alors ici, on a fait un calcul. Il se consomme 2,6 millions de tonnes de mazout pour les navires qui font l'escale dans l'axe laurentien. Et on a regardé pour 2,6 millions de tonnes de mazout, quel est l'équivalent qui serait nécessaire en termes d'autres types de carburants carboneutres, des carburants de remplacement, combien on aurait besoin pour l'équivalent en mazout. On s'aperçoit que bon, l'hydrogène, le gaz naturel liquéfié, le GPL, éthanol, méthanol, ammoniac, c'est des carburants de remplacement qui pourraient supplanter le mazout lourd. Ça se dit bien, ça se montre bien sur un graphique. Mais c'est autre chose quand on parle du navire lui-même. Tout le monde est pour la vertu, là. On voudrait bien que les navires utilisent des carburants de remplacement carboneutres. Mais nous, on a regardé quel est le prix des différents carburants. Pas tous, mais on a quelques-uns par rapport au mazout lourd. Alors, présentement, le mazout coûte à peu près 650 $ la tonne.
Mais si on veut utiliser du gaz naturel liquéfié, ça revient à presque à moitié le prix, 373 la tonne. Mais lorsque vous embarquez dans les vrais carburants de remplacement, parce que le GNL est quand même un hydrocarbure, si on veut embarquer dans les vrais carburants de remplacement, soit le méthanol, biocarburant, hydrogène ou ammoniac, là, je ne veux pas vous faire de peine, là, mais c'est prohibitif. Là. Le méthanol vert, c'est 2754 la tonne. Le biodiesel, au-dessus de 2000 l'hydrogène vert, c'est 6400 Même chose pour l'ammoniac, c'est 2800 Il n'y a pas un transporteur qui va utiliser ça. Là. Ils vont faire faillite. Présentement, les prix sont prohibitifs. Et ça, c'est un élément. Puis quand on a interviewé les transporteurs maritimes, tout le monde est pour la vertu. Il dit oui, mais ils vont plus développer, par exemple, des mélanges des hybrides. On va mélanger du mazout lourd avec un autre type de carburant, comme du méthanol, pour en arriver à développer une certaine forme de carboneutralité. Mais ça, c'est un enjeu, c'est le coût. Parce que si jamais ils utilisaient de l'hydrogène, vous imaginez que le coût va être transféré au consommateur. Mais il y a un autre élément à considérer, c'est que vous avez, une valeur calorifique, une densité énergétique, sans parler des émissions de CO2, qu'il faut considérer. Lorsqu'on applique ça sur un navire, pour savoir, vous devez stocker votre carburant. Et le mazout lourd prend un certain espace, va de soi, mais les autres carburants prennent beaucoup d'espace. Le GNL, le méthanol, l'ammoniac, l'hydrogène, sans compter les enjeux de sécurité. L'éthanol est quand même très compétitif. C'est pour ça que plusieurs transporteurs maritimes commencent à développer, faire la construction de navires sur la base de carburants basés sur l'éthanol. Parce que les autres carburants, certains sont non seulement prohibitifs, mais ils prennent beaucoup d'espace à bord d'un navire, ce qui réduit la capacité de chargement du navire. Alors, certaines compagnies ont fait des études, dont je n'épargne les détails, là, mais je vous donne le résultat, c'est qu'ils se sont dit, si je prends tel carburant de remplacement, pour assurer un service de haute qualité, je devrais rajouter des navires sur un corridor pour répondre à la demande de flux de marchandises. Parce que les carburants de remplacement vont prendre trop d'espace. Il y a d'autres enjeux pour les carburants de remplacement. Nous, on a fait une étude, je pourrais vous le faire, mais ça me ferait plaisir d'ailleurs, mais c'est une autre présentation avec les HEC, là. Mais Pierre-Olivier et son équipe l'ont déjà fait. On a fait l'analyse, puis on a cartographié la répartition des producteurs et des fournisseurs de tout le Saint-Laurent, les Grands Lacs, incluant le pourtour aux États-Unis. Qui fabrique quel carburant de remplacement et en quel volume? Et l'État de l'énergie au Québec a bien démontré qu'il y a plusieurs projets qui ne sont pas encore opérationnels et certains pourraient ne jamais l'être. Et nous, on a interviewé des producteurs de carburant de remplacement pour savoir est-ce que vous seriez capable d'accroître la demande d'éthanol, méthanol, etc. Puis on dit dans une certaine façon, oui. Dans d'autres cas, non. Et d'autant plus qu'ils nous disaient, mais notre production, elle est déjà vendue. Alors, l'industrie maritime entre en concurrence contre d'autres clients, là. Il n'y a aucune harmonisation de la réglementation entre l'hydrogène, vert, le méthanol, l'éthanol, etc. Il y a un enjeu énorme d'harmonisation pour la manutention, le transfert, le transport de ça. Ça a été confirmé par l'industrie de la production énergétique. Et il va falloir faire une distinction entre l'avitaillement des navires océaniques et les services côtiers. Oui, vous pouvez probablement avitailler avec du carburant de remplacement les navires qui ne font que du transport domestique. Ça, c'est possible.
probablement les meilleurs candidats, ce seraient les traversiers, c'est déjà fait, ils prennent du carburant du GNL, ou des navires qui font la navette, par exemple, en Sept-Îles et Trois-Rivières. Ça, ce serait des très bons candidats à ça. Mais pour l'avitaillement des navires océaniques, vous imaginez un navire de Maersk ou de MSC ou de Hapag-Lloyd qui traverserait l'Atlantique et qui arrive à Trois-Rivières ou à Québec et qui dit j'ai besoin de carburant. L'industrie maritime, l'industrie de production énergétique ici n'a pas les capacités pour répondre à la demande d'avitaillement de ces navires-là. Là. Et d'autant plus qu'on s'aperçoit qu'il y a une concurrence entre l'industrie maritime et les autres modes de transport. L'industrie du camionnage qui veut rouler sur le méthanol, l'éthanol ou même l'hydrogène est en concurrence avec l'industrie maritime. Alors, cet enjeu-là n'est pas encore clairement, l'enjeu existe, mais de faire le lien entre la production et la demande, ou l'offre et la demande, c'est un sujet à faire. Là. Et on a même fait l'analyse systématique de l'usage de batteries, des blocs piles. Et on a examiné toutes les études de cas qui existaient en Europe, au Japon, en Chine, et le poids des batteries est énorme et sa densité énergétique est très faible. Alors, il existe des cas de navires qui font des navettes sur très courte distance, mais au-delà de ça, là, on ne peut pas penser mettre des batteries pour faire rouler un navire de 15 000 EVP, là, 15 000 conteneurs à batterie. C'est irréaliste, ça, là. Et si on dit, bon, mais on va plutôt réduire la consommation énergétique des navires qui sont à quai, volontiers, ça se fait ailleurs dans le monde, même ici au Québec, mais c'est quelques cas qui le font. Là. Il y a Québec et Montréal. Mais le coût d'immobilisation en alimentation électrique est énorme. Ça coûte au moins 10 millions de dollars par quai et au moins 1 million par navire. Et dans certains cas, si vous avez des navires de croisière, par exemple, ça demande 25 millions de dollars d'électrification, des coûts d'électrification à quai. Alors, en moyenne générale, disons 10 millions. Mais vous allez l'électrifier combien de quais? Si vous dites, je vais l'électrifier 5 quais, ah oui, à 50 millions, et il faut les navires le fassent. Et c'est pas évident, là. Et le port de Los Angeles, par exemple, a fait en Californie, a fait un mandat pour décarboner son industrie portuaire. Et ils sont arrivés à une entente avec les porte-conteneurs, les compagnies de porte-conteneurs, MSC, CMA, CGM, Maersk, etc. Et ils ont dit, OK, nous, on va électrifier nos quais à des porte-conteneurs et on va payer pour électrifier vos navires à 1 million de dollars du navire. En échange de quoi, vous garantissez que vous allez faire escale dans nos quais avec vos navires. Alors, si Maersk dit OK, moi, je veux électrifier 10 navires et je m'engage à venir au port de Los Angeles sur une fréquence régulière avec des porte-conteneurs pour répondre à la demande du marché de la côte ouest américaine. Mais là, le port de Los Angeles va payer pour ça. Mais le programme qu'ils ont mis en place, c'est 960 millions que le port de Los Angeles a aligné pour électrifier ses quais à conteneurs et électrifier les navires qui vont faire escale chez eux. Il n'y a pas beaucoup de ports dans le monde qui ont ces moyens-là. Là. Alors, nous, on a calculé, en fonction de la consommation énergétique des navires, combien ça coûterait électrifier les quais euh, à quai des navires en escale sur le Saint-Laurent. Ça atteindrait presque 1,5 million de mégawatts-heure. Faites l'addition de toutes les mégawatts-heure qu'on fait depuis tout à l'heure. Là. Je ne suis pas convaincu que le Québec a cette capacité de production électrique pour répondre à cet enjeu qui s'inscrit dans le processus de décarbonation de l'industrie maritime et portuaire. L'autre chose qu'on a faite avec nos étudiants, une très bonne étudiante qui est à la faculté de droit, là, on a analysé
euh, toute la réglementation internationale, les règles de l'OMI, évidemment. Alors, euh, on a fait l'analyse de contenu de toute l'annexe 6 de la Convention Marpol, qui comprend, depuis l'été, ils ont mis à jour la réglementation pour comprendre quels sont les objectifs et les différents protocoles de mise en œuvre pour décarboner l'industrie maritime. Il faut il faut réduire de 50 nos émissions de gaz à effet de serre de l'industrie maritime à l'horizon 2040, etc. Bon, je vous épargne les détails, là, c'est des choses qui sont très bien connues. Et en 2023, pardon, l'OMI a développé une nouvelle stratégie sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, différents types de directives sur les carburants marins. Et pour la première fois, ils ont intégré les ports dans les atteintes des objectifs de décarbonation. Bon. Moi, j'ai fait des entrevues à l'OMI, à Londres, pour bien comprendre c'est quoi leur objectif. Vraiment, ils sont lancés dans une trajectoire de décarbonation des transporteurs maritimes à l'international. Suite à ça, on a analysé toute la réglementation sur la décarbonation au Canada, aux États-Unis, au Québec et en Europe. Vous avez toute la liste des règlements, lois, euh, décrets, surtout aux États-Unis, qui sont mis en place pour décarboner l'industrie maritime et portuaire. On a fait l'analyse de contenu de toutes ces lois-là. Ceux qui sont les plus avancés, c'est les Européens, qui vont imposer une réglementation sur la décarbonation des navires. Ça a commencé avec les navires de croisière et les porte-conteneurs. Et je peux vous indiquer que la législation européenne va affecter tous les navires qui partent d'Europe et qui s'en viennent en Amérique du Nord. D'une façon ou d'une autre, puisque les navires européens pourraient être pénalisés si ils ne sont pas décarbonés, il va y avoir des pénalités qui vont s'imposer. Et eux, ces transporteurs-là, vont s'attendre, parce que s'ils ont décarboné leur industrie, ils vont s'attendre à avoir les mêmes conditions en Amérique du Nord. Parce que sinon, ce qui va arriver, c'est que les Européens vont dire, bon, mais si vous utilisez des navires qui sont polluants, vous allez avoir des pénalités qui vont vous être imposées sur les marchandises transportées ou sur le transporteur lui-même quand il va faire escale en Europe. Alors, c'est inévitable. L'industrie maritime et portuaire nord-américain va être affectée par les règlements, la législation présentement en cours en Europe. On est allé plus loin dans notre analyse. On est allé rencontrer toutes les administrations portuaires du Saint-Laurent et on a fait une analyse de contenu des documents corporatifs, des sites Internet, des protocoles d'entente, etc., incluant des entrevues, pour voir comment ils comptent décarboner l'industrie maritime et portuaire. On a utilisé tous les critères développés par la stratégie 2023 de l'OMI sur le plan objectif, vision, mesures techniques, comment ils colligent des données, quel type d'informations qu'ils ont, quels sont les enjeux de sécurité, est-ce qu'il y a des incitatifs financiers, etc. On a tout analysé pour chacune des administrations portuaires qu'on a pu trouver, qui faisaient partie de notre étude. On voulait comprendre comment, qu'est-ce qui vous oblige à décarboner, en d'autres mots, et comment le faites-vous? C'est très simple. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a, c'est notre hypothèse de départ, c'est que les régimes de réglementation sur la décarbonation, que ce soit à l'international ou même national, ces régimes de réglementation vont être arbitrés par des normes locales et des processus institutionnels.
En d'autres mots, la façon de procéder à la décarbonation au port de Montréal n'est pas la même que celle du port de Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Sept-Îles ou Port-Cartier. Oui, dans certains cas, ils ont une bonne montée, on va décarboner. Oui, mais comment le faites-vous? Les règles de l'OMI peuvent être interprétées, ou les règles du Canada, ou même des règles québécoises sur la décarbonation, ne sont pas interprétées de la même façon à travers toute la couverture géographique du système portuaire laurentien. Là. Et on se rend compte du rôle des autorités publiques, des autorités politiques, pardon, des leaders socio-économiques et des experts. Des gens comme vous et moi, comme Pierre-Olivier et son équipe, Mme Whitmore, ces gens-là, nous, on a une expertise. Il y a des leaders socio-économiques. Ça peut être un transporteur maritime qui peut être très fervent de développer la décarbonation. Ça peut être NEAS, FEDNAV, Desgagnés, etc. Et oui, mais ils ne font pas tous de la même façon. Et là, on s'aperçoit que tout ça dépend. Quelle est la perception des standards de décarbonation? Qu'est-ce que les gens de Port-Cartier, Port-Alfred ou Sorel ou Saguenay, comment ils perçoivent ça, les standards de décarbonation? On s'aperçoit que ce n'est pas la même chose. Ils ne perçoivent ça pas de la même façon. Ce n'est pas qu'ils sont malhonnêtes, c'est qu'ils n'ont pas la même perception de la décarbonation. Et il faut juger aussi de la complémentarité avec les conditions et les besoins locaux. Les conditions de développement portuaire à Montréal ne sont pas les mêmes qu'à Sept-Îles. Tu sais, Sept-Îles, c'est du minerai de fer. Montréal, c'est surtout du conteneur. Les besoins puis les stratégies ne sont pas les mêmes. Et quel est le degré d'acceptation légitime du processus de décarbonation? Quand on est dans certains endroits, ce n'est pas toujours acquis que les autorités portuaires ou les transporteurs vont accepter le processus de décarbonation. On l'a vu aux États-Unis, ce n'est pas, c'est pas une acceptation qui va de soi. Et en plus, la stratégie, laissez-nous faire, mêlez-vous pas de nos oignons, etc. Ça, on voit ça. Fait que déjà, la façon qu'on va décarboner les ports dans le Saint-Laurent, c'est une hypothèse que nous avons, c'est une acceptation très sélective des ports de décarbonation. Ça, c'est un volet. Le second, c'est quelle est la capacité institutionnelle des ports à décarboner. En d'autres mots, on veut décarboner, mais ça dépend, quand notre hypothèse repose sur une implantation locale des standards réglementaires, dépend des organisations institutionnelles. En d'autres mots, si vous voulez décarboner le port de Québec, ça va dépendre des opérateurs à Québec, des transporteurs qui font escale à Québec, de l'administration portuaire de Québec, des opérateurs de terminaux, etc. Fait, c'est de là que ça dépend. Et quelle est leur habilité à ces organisations-là à effectuer des tâches qui vont être conditionnelles aux conditions locales? Alors, oui, l'OMI ou le gouvernement du Québec ou du Canada peut avoir des processus de décarbonation. Oui, mais comment on implante ça à chaque niveau local? Et là, on s'aperçoit que nos résultats préliminaires démontrent que cette habilité-là va dépendre de la structure de gouvernance. Est-ce que c'est un port privé? C'est un port municipal? Port de Valleyfield, c'est un port municipal. Port-Cartier, c'est un port privé. Port-Alfred, c'est un port privé. Est-ce que c'est un port provincial, comme la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent, qui ont 5 ports? Est-ce que c'est des ports provinciaux? Oui. Ou des ports fédéraux? Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sept-Îles sont des ports des APC, des administrations portuaires canadiennes. Mais c'est 4 types de juridictions très différentes. L'autre chose, c'est que cette capacité institutionnelle va dépendre de la cohésion des parties prenantes. C'est notre hypothèse. Est-ce que les parties prenantes au sein de l'industrie d'un port, est-ce qu'il y a une clarté sur la décarbonation? Est-ce qu'il existe un consensus, le processus à faire? Et quelle orientation stratégique on doit apporter en termes de priorité et de pratique? Donc,
si je résume cet aspect un peu cru, c'est un peu législatif et réglementaire, mais on s'aperçoit que l'adaptation sélective et les capacités institutionnelles, la réunion de ces deux contextes, va offrir un éventail de réponses locales à la réglementation de la décarbonation. Et là, ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que dans les ports du Saint-Laurent, beaucoup embarquent dans la décarbonation et ils ont tous des projets. Mais fait que c'est une conformité légitime au processus de décarbonation, mais ce n'est pas homogène. Les processus de décarbonation varient très largement, un très large éventail entre différents ports. Et il y a certains ports qui sont carrément non conformes. C'est-à-dire, nous, on ne s'occupe pas de ça. On ne veut rien savoir de la décarbonation, ce n'est pas notre mandat, on fait autre chose. Bon, je ne donnerai pas de nom, là. C'est pas la place pour ça, là. Et on s'aperçoit donc que, pour résumer très succinctement, il y a des signes d'accommodement et de résistance au régime de réglementation sur la décarbonation. Les régimes qui soient internationaux, continentaux, provinciaux ou locaux. Fait que ce qu'on vous propose comme modèle, c'est un modèle dynamique, ça permet de comprendre les processus d'interprétation et d'implantation des régimes internationaux sur la décarbonation dans le contexte de l'industrie maritime et portuaire laurentien. Et si quelqu'un est en droit ou un avocat, bien, je peux vous assurer que ça vous permet de développer du droit comparatif et trouver une façon de résoudre des conflits qui peuvent survenir entre différentes parties prenantes. Donc, où est-ce qu'on investit dans la décarbonation? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est clair qu'il va y avoir un changement. Il y a des changements parfois qui sont très précaires en lien avec les navires carboneutres. Je m'explique très rapidement. C'est que si un port décide d'électrifier ses quais, mais les navires qui viennent utilisent des carburants de remplacement, bien, le port vient de faire un investissement ridicule, puisque les navires qui vont venir faire escale au port ne seront pas polluants. Alors, l'investissement en électrification, est-ce qu'il en vaut la peine? Est-ce qu'on devrait plutôt encourager les navires à utiliser des carburants de remplacement? Comment on fonctionne, là? Alors, les changements peuvent être très précaires. Et certains efforts d'adaptation sont considérables. J'ai voulu vous montrer quelques chiffres. Et ça peut être commercialement prohibitif pour les ports en termes d'approvisionnement énergétique. Donc, on suggère qu'il va falloir assister à un regroupement portuaire pour l'achat d'équipements. Et là, par exemple, j'ouvre une parenthèse, aux États-Unis, le gouvernement Biden a son Buy America Act, Inflation Reduction Act. Et c'est des milliards en termes d'investissement et qui disent, oui, nous allons payer pour les équipements carboneutres, comme les grues à portique, les chariots élévateurs, etc., pour qu'ils soient électrifiés. Mais ce que la loi dit et que personne n'a vu venir, c'est que tous ces équipements-là ou tous ces efforts-là doivent être sur des équipements fabriqués aux États-Unis. Et on s'aperçoit que la majorité des équipements carboneutres sont fabriqués en Asie, notamment en Chine. Alors, les administrations portuaires ne peuvent même pas se prévaloir de ces financements-là parce que les équipements nécessaires ne sont pas fabriqués aux États-Unis, mais à l'étranger. Alors, ils ne sont pas éligibles. Alors, vous avez des milliards de dollars qui sont littéralement en réserve, qui ne sont pas utilisés. Alors, au Québec, c'est la même chose. Dans l'axe laurentien, c'est la même chose. Les grands équipements, et moi, j'ai rencontré les gens d'investissement à Québec pour voir quelles sont les compagnies, même les PME, qui fabriquent des équipements portuaires carboneutres. Il n'y en a pas. Ils sont obligés d'acheter ça à l'étranger. Alors là, c'est un enjeu. Fait qu'il va falloir assister à une nécessité de regroupement portuaire pour l'achat d'équipements parce qu'un, ils sont très coûteux. Alors, déjà, c'est commencé. Montréal, Québec, Trois-Rivières ont créé une alliance. Sept-Îles et Pont-Cartier ont créé une alliance stratégique. Alors, quelles sont la direction des investissements? Électrifier les équipements, des bâtiments électrifiés certifiés LEED, développer un réseau accessible de stockage d'énergie verte
il va falloir standardiser les infrastructures d'interconnexion électrique, parce que ce n'est pas standard, là. Juste pour les navires. Il faut avoir différentes formes de courant là, électrique pour électrifier les navires. Il va falloir réaménager et réaffecter des cours et des quais portuaires, les stations de recharge, il va falloir enfourrer des câbles. Il ne peut pas avoir des pylônes dans un port, là, ça ne se tient pas. Là. Et d'autant plus que les équipements électriques peuvent être très pesants, comme vous savez. Donc, il va falloir solidifier les quais là, pour ça. Il va falloir assister à une production accrue et diversifiée des carburants de remplacement. Et là, ce qui émerge, c'est des carburants renouvelables d'origine non biologique. C'est ça qu'il va falloir faire. Le Québec, ou disons, tout l'Est de l'Amérique du Nord, n'est pas en mesure de produire, n'ont pas la capacité pour répondre à la demande de l'industrie maritime et portuaire. Il va falloir investir dans la construction navale avec des moteurs hybrides à bicarbonération, des remorqueurs, des navires côtiers. Mais il y a un chantier naval ici, là, le plus gros, c'est Davy. Est-ce qu'ils sont capables de produire tous ces types de navires-là pour remplacer certains navires qui font du transport domestique, par exemple? Et, à l'évidence, comme je viens de mentionner, il va falloir développer, avoir une politique nationale de développement de PME, d'équipements portuaires carboneux. Il n'y en a pas. Et on ne peut pas reposer votre carboneutralité ou la décarbonation uniquement sur des produits importés. Là. De plus, aux États-Unis, ils l'interdisent. Alors, les émissions portuaires sont prises. Si je veux avoir des équipements carboneutres, je suis obligé de le payer moi-même sans utiliser les subventions qui sont offertes par le gouvernement parce qu'il n'y a pas de producteurs nationaux pour ces équipements-là. Je conclus. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucun modèle unique de décarbonation portuaire. Pas qu'ils sont mauvais, mais il n'y a pas de modèle unique. Ça va être vraiment, comment dirais encadré par des normes, les questions d'adaptation sélective locale et des capacités institutionnelles locales. Il est clair qu'une implication politique est nécessaire pour transformer les objectifs en normes. Tu sais, c'est bien beau de dire je veux décarboner, c'est notre objectif de décarboner. Oui, mais quelles sont les normes? Ils ne sont pas fixés encore. Est-ce qu'il y aura un enjeu en termes entre la pénalité et les incitatifs financiers? Comment on produit ça? Comment on élabore un tel cadre d'analyse? Il est clair qu'il va y avoir besoin d'une nouvelle architecture financière par des alliances portuaires pour réduire les coûts. Et un des grands facteurs, ça va être d'harmoniser, surtout en Amérique du Nord, d'harmoniser des politiques continentales de décarbonation. Alors que ce soit, le Canada ne peut pas aller par lui-même, le Québec non plus. Il va falloir s'harmoniser avec les États-Unis, le Canada et le Québec, et éventuellement avec l'Europe. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Il nous reste 7 minutes pour quelques questions. Il n'y a pas une avalanche de questions dans le questions et réponses. Je vais me permettre une première question, Claude. D'abord, merci, très intéressant, l'analyse et toutes les données que tu nous partages. Est-ce, mais pour cette harmonisation-là, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que la IMO, la International Maritime Organization, joue un rôle de leadership pour essayer d'insuffler une certaine direction sur la manière de décarboner? Ils essaient de le faire, mais l'OMI n'a pas de pouvoir coercitif. Il ne peut pas obliger personne à le faire. Alors, c'est ça l'enjeu. Ils développent beaucoup de mesures techniques, ils donnent des moyens d'y arriver, mais ils disent, par exemple, vous devez décarboner les transports maritimes, les transporteurs, vous devez réduire de 40 à l'horizon 2050, etc. Puis, Ouais. ils donnent pas de normes, ils ne disent pas aux navires comment vous devez faire ça. Ils vont leur donner des instruments, des outils qui permettent de mesurer les émissions de gaz à effet de serre. Ils peuvent faire ça, mais ils n'ont pas de pouvoir coercitif. L'OMI ne peut pas imposer. Fait que ce qui arrive, c'est que l'OMI, avec ses règlements, elle demande aux différents parlements d'adopter les stratégies de l'OMI. C'est fait. Le Canada a signé des accords. Les conventions Marpol sont signées par le Canada. Alors, le Canada a signé la convention Marpol. Très bien. Comme ça, ils ont un processus de décarbonation à l'horizon 2050. Très bien. Mais quand tu analyses la loi, ils ne disent pas comment le faire. Ils ne disent pas quels sont les est-ce qu'il y a du financement? Comment vous allez faire pour ça? Moi, la loi sur la décarbonation du Canada est très bonne, mais c'est très flou, c'est très Oui, oui, général. oui. Puis en plus, il n'y a pas de pénalité si quelqu'un n'y arrive pas.
Alors, c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts pour y arriver. Et je pense que ça va dépendre de certaines parties prenantes au niveau local. Ils vont dire, ben, nous, on décarbone, puis on va aller dans ce sens-là. Et beaucoup de la responsabilité repose sur, dans ce cas-ci, les administrations portuaires et les transporteurs à une échelle individuelle. Il y a un spectateur anonyme qui pose la question, est-ce que le leadership de la décarbonation ne devrait pas venir de l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent? Et qu'est-ce qui les empêcherait? La voie maritime du Saint-Laurent a beaucoup d'enjeux à tenir aujourd'hui, mais la voie maritime du Saint-Laurent, elle, pollue très peu. Ils ont pas mais est-ce que la voie maritime du Saint-Laurent pourrait imposer des pénalités aux navires qui ne sont pas carboneutres? Ça va prendre une législation à l'échelle du Canada pour favoriser ça. La voie maritime peut certainement être un bon partenaire pour ça, mais juste donner un exemple, parce qu'il n'y a pas assez de. Parce que les taxes sur les carburants de remplacement sont différentes d'une province à l'autre, il y a des flottes canadiennes qui opèrent au Québec qui vont s'avitailler en Ontario parce que ça coûte moins cher. Alors, déjà, il y a un problème, là. Qu'est-ce que la voie maritime pourrait faire? Très peu. Ça va dépendre. C'est les transporteurs, chacun qui prend qui développe sa propre stratégie, et ils le font d'ailleurs. Les gagnés, FEDNAV, CSL, NIAS, ils ont des stratégies, ils sont très différentes l'une de l'autre. Et les ports dans le Saint-Laurent ont des stratégies, pas tous, ils ont des stratégies, mais ils sont très différentes l'une de l'autre. Et je vois mal comment de pouvoir harmoniser tout ça, là, c'est pas évident. Deux petites questions techniques. Il y a Steve Fizet qui demande si les valeurs que tu as présentées sont en dollars canadiens ou américains. Pour les carburants de remplacement, c'est en dollars américains. Pour les autres, c'est des dollars canadiens. D'accord, merci. Il y a Ibrahim Diallo qui demande qui te remercie pour la présentation, mais il demande quelles sont les sources de données pour les diapositives 11 et 12. Oh, un peu, là. Faudrait que je... J'ai pas la... J'ai pas la... J'ai pas la diapositive 11 devant moi, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Ben, Je suis pas capable de trouver ma d'accord. diapo, là. Euh, Là, il y a Antoine Lippé en fait, je pense, Antoine Lippé, il se trompe parce qu'il dit, il a fait un commentaire, l'énergie utilisée par le transport maritime équivaut à celle de 50 000 foyers. Mais ça, c'est ce qu'il dit, mais en fait, c'est pas vrai parce que le 7 TWh, le 7 millions de mégawattheures que tu mentionnes, ça, c'est des prévisions futures. Oui, oui, Et ça serait pour plutôt l'équivalent de 875 000 Québécois pour leur consommation résidentielle. oui. Un, Mais moi, un Québec. mais moi, ce que je mentionnais, c'est les terajoules présentement utilisés par les ports Oui. qui valent à peu près à 50 000 foyers. Pas le futur, c'est présentement. On ne peut pas savoir combien il va être, combien ça représente plus tard, mais ça, c'est un autre calcul. Oui, 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 d'accord. Mais en fait, la question qu'il a, c'est la réduction du transport maritime, la décarbonation du transport maritime ne se fera-t-elle pas d'elle-même en payant plus cher pour les besoins essentiels? Plutôt que d'augmenter, de subventionner une augmentation qui semble artificielle et aura peu d'impact sur le problème réel. Donc, si je comprends sa question, est-ce qu'on ne peut pas simplement dire que les contraintes qui existent amènent les ports et le transport maritime à agir et qu'on paye plus cher tout ça? Euh, Ça m'étonnerait. Ils vont décarboner, ils vont trouver une façon de décarboner de façon à ce que ce soit économiquement faisable. Ça, ils vont le faire. Mais si jamais ils devaient adopter, faire payer les clients, déjà, ça va avoir un impact énorme sur l'inflation, là. Il ne faut pas oublier que vous avez 100 millions de tonnes de marchandises qui sont déchargées dans les ports au Québec à chaque année, là. Alors, est-ce que vous êtes vraiment prêt à payer pour ça, là? Pas sûr. mais
Sauf que ultimement, il faut que quelqu'un paye, là, que ce soit à travers les consommateurs directement qui payent pour ça, une réduction à travers des impôts pour subventionner, on ne peut pas s'en C'est sortir, là. une façon. L'autre façon, c'est que si les producteurs de carburant de remplacement peuvent réduire leurs coûts, alors ils pourraient avoir un marché captif. C'est à coût, disons, ce ne sera pas neutre, là, mais ça peut se faire, à moins qu'il y ait des pénalités. Alors oui, c'est clair qu'il y a un coût à la décarbonation qui va être supporté par l'ensemble de la société, de la communauté. Et ça, c'est inévitable, hein. Attendez-vous pas à ce que ça ralentisse, là. Très rapidement, quelqu'un se demande si on peut imaginer des bateaux éoliens ou solaires pour réduire. Il y a des expériences qui ont été faites et ce n'est pas concluant. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on met des panneaux solaires et il y a des turbines éoliennes qui s'installent sur des navires. Ça fonctionne et ça permet de réduire la consommation énergétique des navires. Ça se fait déjà. Euh, Ils ont essayé plusieurs méthodes là, qui existent, là. Notamment, il y a des mâts qui sont en place et le mât est à peu près fendu sur un côté et le mât s'oriente en fonction de la vitesse, de la direction des vents. Ça se fait. Il y a même des navires où on installe des batteries pour faire fonctionner les engins auxiliaires. Ça se fait. Et Wallenius Lines, une compagnie suédoise, qui a développé des navires avec des panneaux solaires qui servent aussi de voile, si on veut. C'est des prototypes qu'ils ont commencé à mettre en place. Fait que ça se fait. Mais les études qu'on a faites, c'est que c'est, ça reste très marginal comme approvisionnement énergétique. Ça se fait, mais c'est pas une panacée, là. Claude, je te remercie beaucoup. Il est déjà passé midi. On va s'arrêter là. Je remercie tous les gens qui ont assisté au webinaire et je vous invite jeudi à un prochain webinaire de la chaire que j'aurai l'honneur de présenter moi-même. Je vais faire une présentation de mon livre, L'équilibre énergétique, qui a récemment reçu le prix Uber Eats 2024. Alors, je serai ravi de vous retrouver jeudi, même heure, 11 heures. Une semaine avec deux webinaires de la chaire, c'est rare qu'on fasse ça, mais il y avait trop de choses intéressantes à dire. Alors, merci Claude, merci à tout le monde et à une prochaine fois. OK, au revoir. Au revoir.